que nous avons un grand reportage ce soir en Estonie, un pays marqué par son passé soviétique. Un tiers des habitants sont russophones. Entre autres, autorités militaires et civiles, nos reporters ont pris le pouls d'une nation où l'ombre de l'histoire pèse encore. Reportage de Claire Cambier et Charlotte Lefettet. C'est par ici qu'on regarde le grand reportage. Aux confins de l'Europe, l'Estonie, le petit État balte face aux géants russes. Nous sentons la menace plus que d'autres, parce que nous pourrions être le prochain pays attaqué. C'est effrayant, bien sûr, surtout quand on a de jeunes enfants. Plus de 300 km de frontières communes avec la Russie. Nous avons sillonné les routes de ce pays. L'ancienne République soviétique se prépare au pire depuis la guerre en Ukraine. Je pense que tout le monde en Europe doit maintenant se préparer, car avec la Fédération de Russie, on ne sait jamais. Nous défendrons non seulement l'Estonie, mais aussi l'Alliance, quoi qu'il en coûte. Nous voici à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Un petit pays d'1,3 million d'habitants. Ici, le soutien à l'Ukraine s'affiche partout. Depuis le début de la guerre, les tensions avec la Russie se sont accrues. En plein cœur de la vieille ville de Tallinn, l'ambassade russe n'a pas fermé ses portes. Mais regardez ce trottoir, il a été complètement transformé avec des peluches, des fleurs, des messages de soutien à l'Ukraine, des messages d'opposition au gouvernement. Et il y a même, pour protéger le personnel qui est encore ici, des patrouilles de police qui restent 24 heures sur 24. C'est bien et c'est nécessaire, particulièrement dans la vieille ville. La guerre en Ukraine fait partie de notre quotidien. Nous sommes mentalement préparés à tout. Bien sûr que tous les Estoniens ont peur d'eux, parce que nous avons déjà une histoire commune. Nous avons été sous le régime soviétique pendant 50 ans. Nous sentons la menace plus que d'autres, parce que nous pourrions être le prochain pays attaqué. Les mémoires sont profondément marquées par l'occupation russe et son régime autoritaire. Des milliers de personnes tuées, plus de 30 000 déportés en Sibérie ou dans le nord du Kazakhstan. Des milliers de citoyens russes font, eux, le voyage inverse. La population estonienne s'effondre, 94% avant-guerre, 61% en 1991. Cette année-là, le pays regagne son indépendance. 20 ans plus tard, il rejoint l'OTAN et l'Union européenne. Aujourd'hui, la peur d'une nouvelle occupation gagne les Estoniens. Pour mieux comprendre leurs craintes, il faut se rendre tout à l'est du pays, à la frontière avec la Russie. Direction Narva, une ville plus proche de Saint-Pétersbourg que de la capitale Tallinn. Dans cette ville frontière, le russe se mélange à l'estonien. 53 000 habitants, un tiers ont la nationalité russe, 95% sont russophones. En juin 2022, Poutine a même insinué que la ville était tout simplement russe. Pas de quoi rassurer les habitants, ils tiennent à leur indépendance et peu importe dans quelle langue ils l'expriment. Oui, nous sommes proches, il y a beaucoup de Russes ici. Mais en même temps, je ne voudrais pas faire partie officiellement de la Russie. Et pourquoi vous ne le voudriez pas ? Eh bien, je ne veux pas. De toute évidence, ils ne nous prendraient pas de manière pacifique et on ne veut pas la guerre. Les gens ont peur. Même moi, j'ai peur, honnêtement. C'est effrayant, bien sûr. Surtout quand on a de jeunes enfants. On ne sait même pas où fuir si quelque chose se passe. Seule séparation entre les deux pays, cette rivière. Deux forteresses, dressées l'une contre l'autre. D'un côté, Narva. De l'autre, la ville russe d'Ivangorod.
150 mètres à peine séparent le territoire russe du territoire estonien où nous nous trouvons. Et pour rejoindre les deux pays, il y a ce pont qui s'appelle ironiquement le pont de l'amitié. Une amitié disparue. Il y a encore quelques années, les habitants des deux bords traversaient régulièrement ce pont. Ivangorod et Narva partageaient le même réseau d'eau et d'électricité. Aujourd'hui, les liens sont rompus. Le consulat russe a fermé ses portes. Et les provocations se multiplient. Un exemple, l'année dernière, les gardes-frontières ont retiré les bouées marquant la voie navigable et la séparation entre les deux pays. Ces changements, Antti Salou, le responsable du poste frontière, en est le premier témoin. La situation a surtout changé au niveau politique. Et par conséquent, à la frontière, entre les gardes frontières des deux côtés. Nous avions l'habitude d'interagir très étroitement. Aujourd'hui, ça ne se fait plus qu'à des niveaux plus élevés. Clairement, le lien n'a jamais été aussi faible. Jusqu'à l'année dernière, le poste frontière était ouvert 24 heures sur 24. Dorénavant, il ferme la nuit. Les contrôles de bagages se sont intensifiés et le passage en voiture ou en camion est interdit. En plein milieu du pont, on trouve même des dents de dragon, ces blocs de béton destinés en temps de guerre à arrêter les chars. Pour éviter tout type de cas, qu'il s'agisse d'un simple passage de voiture ou de quelque chose de plus grave, nous anticipons tout. On n'est jamais assez préparé. Mais en tant qu'officier de police ou même en tant que citoyen, je pense que nous n'avons jamais été aussi bien préparés et que nous n'avons jamais fait autant d'efforts. Tout le monde comprend que cette belle période de calme en Europe est terminée. Ce poste frontière reste le point de passage principal vers la Russie. Mais la fréquentation a chuté drastiquement, de 14 000 passages par jour à moins de 2 000 aujourd'hui. Nous ne croisons ici aucun Estonien. Difficile d'aborder ces citoyens russes. Daria, graphiste à Saint-Pétersbourg, est l'une des rares à accepter de nous répondre. Oui, c'est plus compliqué. Ça prend définitivement plus de temps. J'imagine que c'est parce que le poste frontière travaille moins. Avant, on pouvait traverser la nuit, mais plus maintenant. Je comprends pourquoi, mais c'est juste un peu plus compliqué. Et qu'est-ce que vous comprenez? Quelle est la raison? À cause de notre gouvernement en Russie. Échange réduit, baisse du tourisme, beaucoup de commerces ont fermé leurs portes. Dans ce magasin de vêtements, Vera attend désespérément le client. Son chiffre d'affaires a été divisé par 3. Je travaille seule. Je ne peux pas embaucher de vendeuse parce que ça me coûterait trop d'argent. C'est comme si vous viviez sur un volcan en permanence et que vous ne saviez pas quoi faire ensuite. Parce que l'électricité est chère, les biens sont chers, la nourriture est chère, le chauffage augmente. Bref, je ne sais pas ce qui va se passer pour nous ici. C'est difficile. La municipalité se prépare à toute éventualité. En cas d'attaque, les habitants trouveront refuge dans des abris souterrains. Une politique mise en place dans tout le pays. Illustration à Jorvi, à une 50aine de kilomètres de là. Le signe est là. Abri public. La maire de la ville nous montre à quoi ressemblent ces refuges. Ici, un parking souterrain. Si quelque chose arrive, c'est l'un des 4 lieux à Jorvi où les gens peuvent venir se réfugier. C'est destiné à être un abri temporaire. Pour ce qui est des abris à long terme, nous sommes en train de les construire. Face à la menace, Marie Stommel a pris les devants. Tous les nouveaux projets d'aménagement de la ville comprennent des abris, équipés avec de l'électricité, de quoi tenir plusieurs jours. Ici, celui du centre communautaire en construction. Depuis 3 ou 4 ans, nous nous préparons de manière systématique. Par exemple, si l'électricité s'arrête, nous avons déjà nos propres générateurs. Les régions, particulièrement celle à l'est de l'Estonie, Narva, Jorvi et tout le comté d'Ida-Viru, ceux qui vivent près de la frontière. Nous sommes prêts à tout moment.
Au niveau national, les autorités mettent aussi les bouchées doubles. Le budget consacré à la défense augmente sans cesse. Il atteindra 5% du PIB d'ici 2026. Un des fronts majeurs pour le pays, la mer Baltique et le golfe de Finlande. La marine estonienne a les yeux rivés sur son voisin. Depuis 2 ans, les incidents se multiplient. Câbles électriques et câbles de télécommunications coupés, gazoducs endommagés. Ce type d'incident ne s'est jamais produit auparavant. C'est donc quelque chose de nouveau qui a commencé en 2023. Il y a certainement quelque chose que nous devons découvrir au cours des enquêtes. Nous avons renforcé nos activités de patrouille dans le golfe de Finlande. En ce moment, nous sommes constamment présents aux abords d'un des câbles électriques entre l'Estonie et la Finlande. Retour au port pour ces matelots, patrouille terminée. Aujourd'hui, aucune menace à signaler. Et la marine estonienne ne se limite pas à une position défensive. Ces dernières années, elle a acquis mines marines, missiles de croisière et missiles anti-navires. Nous poursuivons notre route direction le sud, à 40 km de la frontière russe. On est en train d'arriver à Nursipalu, un camp d'entraînement militaire de l'armée estonienne. Le ministère de la Défense nous a invités, comme d'autres journalistes, pour montrer comment ils essayent de renforcer leur défense. Sur notre passage, ces soldats s'entraînent en cas d'attaque en milieu urbain. Un peu plus loin, ces tout nouveaux blindés. L'Estonie en aurait acheté 230 à la Turquie. Madis nous fait monter dans l'un d'entre eux, un engin de transport de troupes. Cela fait 15 ans qu'il est dans l'armée et il sent le changement opéré. Nous nous développons. En réalité, je pense que nous sommes en meilleure forme que jamais. Pour le ministre de la Défense, l'Estonie n'a pas d'autre choix. Elle doit s'armer. Comme ses voisins baltes, elle s'est même retirée de la Convention d'Ottawa. Les mines antipersonnelles y sont de nouveau autorisées. Nous savons tous que la guerre en Ukraine se terminera un jour. Et lorsque cette guerre sera terminée, la Russie déplacera ses forces actuellement en Ukraine dans nos environs. Si nous regardons les plans de l'armée russe, nous savons qu'elle augmentera sa présence derrière nos frontières et celles de notre voisin, les frontières finlandaises. Si l'on parle de troupes, elles atteindront 50 à 60 000 personnes. C'est donc ce que nous devons faire maintenant pour envoyer un message très clair. Autour de ces blindés, des dizaines de conscrits. Le service militaire est obligatoire. Ces jeunes représentent quasiment la moitié des effectifs de l'armée. En temps de guerre, l'Estonie peut mobiliser 44 000 hommes. Beaucoup pour la taille du pays, peu face à la Russie. Nous avons beaucoup de monde ici. À la base de Tapa, nous avons des gens du Royaume-Uni et des Français. Ici, nous avons nos alliés américains. Donc je n'ai pas peur, parce que je sais qu'ils nous soutiendront. La présence de troupes de l'OTAN se renforce d'année en année. Ici, des soldats français. Simulation d'attaque à 150 km de la frontière russe. Là, l'exercice, en fait, c'est on va récupérer les tranchées à un ennemi. Les Estoniens jouent le rôle des défenseurs. Ces tranchées pourraient un jour servir à repousser un ennemi réel. Je me suis engagé volontairement. Si les Russes arrivent jusqu'ici, au moins je serai entraîné. 300 soldats français présents pour améliorer la coopération entre les deux armées et se préparer au pire. Vous entendez là, c'est des tirs de mortier. Les soldats de l'OTAN sont principalement regroupés au nord, dans la base militaire de Tapa. Il y a quelques mois, une toute nouvelle base a émergé de terre, le camp Ridou, au sud du pays.
Le but, accueillir davantage d'unités alliées. Ici, celle de l'armée américaine. Visite avec le commandant Mike Hefty. Si vous n'êtes qu'à un seul endroit, ce n'est pas vraiment une dissuasion. Donc plus nous couvrons la frontière, mieux c'est. Coût 18 millions d'euros. La base est conçue pour accueillir jusqu'à 1000 hommes. Ici, beaucoup de jeunes recrues. Nous sommes ici pour une démonstration de force, pour dissuader contre tout ce qui peut arriver. Et aussi pour l'entraînement. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner tous les jours pour que les deux armées s'améliorent et s'entraident. Et ces GIs ne sont pas venus les mains vides. Ils resteront ici jusqu'à la fin de l'année. Qu'en sera-t-il après? Donald Trump cherche à se désengager de l'OTAN. Dans toutes les guerres que j'ai vécues, il y a toujours des décisions politiques qui sont prises. Ce qu'il y a de bien, quand on est soldat, c'est qu'on arrive et qu'on n'a qu'une seule tâche à accomplir, celle d'entraîner cette formation au combat. Pour nous, ce n'est pas du tout gênant, nous sommes toujours là aujourd'hui. Nous nous entraînons toujours, nous tirons toujours des balles et nous préparons toujours les soldats au combat. Les alliances se font aussi avec les voisins baltes, Lituanie et Lettonie. Ces trois pays prévoient de construire des milliers de bunkers le long de leurs frontières avec la Russie. 600, rien qu'en Estonie. Des tests ont été réalisés sur ces prototypes. Le bunker de Margus n'est peut-être pas aussi résistant. Allons là-bas, c'est à 200 mètres. Il l'a construit de ses propres mains il y a maintenant 2 ans. Un bunker dissimulé aux abords d'un champ. 8 personnes peuvent y vivre en cas de besoin. L'agression russe contre l'Ukraine m'a fait me demander combien de temps nous avions encore si soudainement ils se décident à venir ici aussi. Ça n'était pas si compliqué à faire. Malgré son treillis, Margus n'est pas dans l'armée. Il est membre de la Ligue de défense estonienne, une organisation paramilitaire. Il l'a rejointe après l'invasion russe en Géorgie. Je suis patriote, mais la raison principale, c'est l'agressivité de la Russie. Poutine. Le soutien de la Ligue de défense est très important pour l'armée. Nous faisons ça sur une base volontaire. Nous sommes comme des soldats de réserve. En réalité, nous avons même plus d'expérience que des soldats de réserve. En cas de guerre, les 18 000 membres rejoindront les rangs de l'armée. La Ligue est entièrement financée par l'État et elle recrute dès le plus jeune âge. Marty et Lisette ont rejoint l'organisation il y a 6 ans. Nous les retrouvons dans une base. Au programme ce matin-là, installation d'un campement avec pour seul matériel une toile et une corde. On utilise des bâtons pris dans la nature pour attacher la tente. On les surnomme les jeunes aigles et les filles de la patrie. Activité de scoutisme, mais aussi entraînement militaire. Leur uniforme ne trompe pas. La Ligue forme les futurs défenseurs du pays. Ça fait partie de la formation. Savoir tenir une arme, savoir entretenir des armes, parce qu'on a été des esclaves pendant longtemps. Juste servir mon pays en tant que pays indépendant, c'est vraiment une grande chance. Dans ce clip de promotion, un camp d'été avec maniement d'armes et exercices tactiques. Glorification du nationalisme et prise de distance avec l'héritage soviétique. Ce tank de l'armée rouge, érigé en monument à Narva, a été retiré l'été 2022. Aujourd'hui, plus aucune trace, un terrain vide, sous surveillance policière. Pour le moment, il n'est pas question de détruire complètement ces monuments soviétiques. Ils sont conservés, entreposés dans des hangars, exposés dans des musées, ou encore, regardez ici, on en trouve toute une collection dans le jardin de Mariamahe à Tallinn. Un mouvement débuté en 1991 qui s'est accéléré depuis le début de la guerre en Ukraine.
Autre action du gouvernement, le bannissement des chaînes de télévision russes. Un moyen de contrer la propagande du voisin. René Abramson vit à Narva, une ville où la majorité des habitants parlent russe. Pour lui, cette nouvelle loi a peu d'impact. Je pense qu'avec Internet, vous avez accès à tout de toute façon. Et la plupart des gens, même les plus âgés, leurs enfants trouvent toujours un moyen de voir la télévision russe. Oui, je ne pense pas vraiment qu'avec cette loi, il y a une réelle baisse. Mais les mentalités changent. Sa femme l'a suivi ici il y a 24 ans. Elle a vu la ville et sa population évoluer. Quand je suis arrivée à Narva, j'ai été obligée d'apprendre le russe parce que personne ne pouvait parler estonien avec moi. Et maintenant, je vois que beaucoup plus de gens se débrouillent en estonien. Pour accélérer le mouvement, d'ici 2030, l'estonien deviendra l'unique langue d'enseignement. La fin des écoles russophones. Dans ce lycée, nous retrouvons René. Il y travaille comme responsable de la maintenance. Ici, 87% des élèves parlent russe à la maison. Nous avons de plus en plus de jeunes russophones qui viennent dans les écoles estoniennes et qui apprennent l'estonien. Et vous pensez que ça va changer quelque chose à la ville ? Oui, je suis sûr que ça va changer la ville. Et nous aurons plus de gens qui comprendront la langue estonienne, la culture estonienne et aussi la position estonienne sur ce qui se passe dans le monde. Regardons ensemble. Ouvrez la page 104, s'il vous plaît. Et peut-être que maintenant, prenons le temps de lire. Pour cette professeure d'estonien, cette réforme va améliorer l'intégration des russophones dans la société. Elle est nécessaire parce que ça donne des opportunités équitables aux étudiants, notamment pour l'accès à l'enseignement supérieur. À l'avenir, ils seront capables d'étudier en estonien à l'université. C'est une opportunité unique qui aurait dû être mise en place dans notre région il y a 30 ans. Jusqu'à l'année dernière, Sofia étudiait dans une école russophone. La réforme n'y est pas encore appliquée. Pour s'assurer un meilleur avenir et intégrer n'importe quelle université, elle a décidé de changer d'école. Toutes mes leçons sont dorénavant en estonien, donc c'est très difficile pour moi. Mais je suis heureuse d'être ici. Je peux parler davantage en estonien. J'ai des amis estoniens avec qui je peux pratiquer la langue et l'utiliser au quotidien. Tous les élèves ne partagent pas son enthousiasme. Pour Elisabeth, la réforme est trop radicale. C'est nécessaire, mais ce ne devrait pas être obligatoire. J'aimerais que ce soit sur la base du volontariat. Ils veulent populariser la langue et la culture estonienne. Enfin, c'est ce que je pense. C'est un peu « nous sommes estoniens et les Estoniens parlent estonien ». Nous retrouvons Sofia chez elle. Ses deux parents sont russophones, de nationalité estonienne. Sa maman l'a soutenue dans son changement d'école. Elle-même prend des cours de perfectionnement en langue estonienne. La langue que nous parlons depuis la naissance, notre langue maternelle, c'est le russe. Et c'est la langue de notre famille, de nos parents. Mais nous comprenons très bien que nous avons besoin de pratiquer, de connaître la langue du pays où nous souhaitons continuer à vivre. C'est comme ça que je le vois. Pour que les jeunes générations puissent apprendre, recevoir une éducation, s'intégrer dans la société, pour pouvoir se sentir à l'aise dans la société estonienne.
Mélangeons tout ça pour faire une bonne salade. Yana défend les valeurs estoniennes, l'identité du pays, mais elle craint un rejet radical de la culture russe en Estonie. C'est une culture que nous ne pouvons pas oublier, dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. La Russie a de beaux musées, une belle histoire ancienne. Cette histoire, cette culture, je ne voudrais pas que nos enfants l'oublient. S'intégrer sans renier ses racines. Retour dans la capitale. Le homard va ici, mais j'ai des œufs de caille aussi. Est-ce que je les mets là? Ça fait partie de la recette? Ce n'est pas la peine. Dans ce restaurant, vous ne verrez pas de plat russe. Le chef Tony Sigur cuisine estonien, valorisation de la culture et des produits locaux. Si vous vivez ici, vous devez parler la langue. Autrement, vous ne comprenez pas où vous vivez. Et c'est la même chose avec la cuisine. Prenez le menu du chef et vous comprendrez mieux l'Estonie et ses habitants qu'en lisant des livres. Essayez notre nourriture et vous comprendrez qui nous sommes. Ce que j'aime le plus avec la nourriture estonienne, c'est que nous avons beaucoup d'ingrédients différents, beaucoup de goûts simples, et leurs combinaisons en font de grandes saveurs. Des Estoniens fiers de leur identité, mais ils le savent, s'extraire du giron russe a un coût. Augmentation du budget de la défense, indépendance énergétique, l'inflation a explosé. Les deux produits majeurs, ce sont le bœuf et le homard, et leur prix a vraiment augmenté. Une hausse de plus de 30%. Et nous ne savons pas si c'est fini ou si ça va continuer. Et vous acceptez la situation ? Nous le devons, parce que l'humain cherche toujours de nouveaux moyens de survivre, et c'est ce que nous faisons aussi. Survivre face à la menace et continuer à vivre. Face aux défis, les Estoniens résistent, s'adaptent et refusent de céder à la peur.